qu'il est bon de préciser que c'est la dernière maison d'esclaves en date à Gorée. Parce qu'en réalité, les premières esclaveries datent de 1536. Et celle-là avait été construite par les Portugais. Voilà, parce que ces Portugais ont été les premiers Européens à débarquer sur l'île de Gorée. Les Portugais sont arrivés les premiers à Gorée en 1444. Alors, Gorée à l'époque était un centre de transit. C'était le centre de transit le plus important d'Afrique de l'Ouest, pour deux raisons. La première est d'ordre géographique, parce que si vous regardez la carte géographique de l'Afrique, vous voyez bien que les côtes sénégalaises sont plus avancées sur l'Atlantique. Alors, de ce fait, elles permettaient aux négriers d'arriver plus facilement aux Amériques. C'est la première raison. La seconde raison est liée à la nature de Gorée. Justement, Gorée étant une île, c'est donc un lieu enclavé. C'est un lieu enclavé d'où les esclaves n'avaient aucune possibilité de s'évader. Voilà, ils étaient comme emprisonnés par la mer. Alors l'effectif à l'époque dans cette maison variait entre 150 et 200 esclaves, hommes, femmes, enfants. Et parfois, toute une famille pouvait s'y retrouver, le père, la mère et les enfants, mais ils étaient toujours séparés dans les différentes cellules. Et quand ils partaient pour les Amériques, leur destination dépendait des acquéreurs. Cela faisait que, pour une même famille par exemple, le père pouvait se retrouver, disons, aux États-Unis, la mère au Brésil, les enfants à Haïti ou en Argentine. Vous voyez que les familles étaient complètement dispersées. Et à l'époque, les esclaves, quand ils quittaient l'île de Gorée, on effaçait leurs noms et on les remplaçait par des numéros matricules. Une fois qu'ils arrivaient à destination, on leur donnait les noms de leurs maîtres. Alors l'histoire nous apprend qu'aux États-Unis, par exemple, les esclaves avaient des noms anglais. Au Brésil, ils avaient des noms portugais. À Cuba, c'était des noms espagnols. Alors que aux Antilles, notamment aux Antilles françaises, eh bien, les esclaves avaient des noms français. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves qui se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique, les noms qu'ils portent ne sont pas leurs noms d'origine africaine, mais plutôt les noms qu'ils ont hérités de la traite négrière. Voilà. Alors à présent, avec votre permission, nous allons ensemble faire le tour des cellules. Je précise que dans cette maison, les cellules que vous avez là de part et d'autre étaient réservées aux hommes. Mais bon, nous allons commencer par celle-là parce que c'est le sens de la visite. On va y aller. Comment? Enchaîné au côté au bras. Alors, vu qu'ils n'étaient libérés qu'une fois par jour pour leur permettre d'aller aux toilettes, eh bien, les conditions d'hygiène étaient si mauvaises que la première épidémie de peste a ravagé le Gorée. Eh bien, cette première épidémie avait commencé dans cette maison-là. C'était en 1779. Alors, c'est une pour hommes de part et d'autre. Nous allons à présent progresser pour voir la chance des enfants. Alors la chambre des enfants est une étroite galerie. Elle va jusqu'au fond. Alors ces enfants, on les prenait pour deux raisons. D'abord parce que dans les plantations et dans les mines, il y avait des travaux qui leur étaient réservés et qu'ils faisaient bien. Ensuite, parce que la plupart de ces enfants étaient ceux-là dont les parents étaient suffisamment forts. Oui, parce qu'on pense que quand ils seront adultes, ils seront aussi costauds que leurs parents. D'autant plus qu'à l'époque, vous le savez, l'un des critères de sélection des esclaves, c'était aussi la force physique. N'est-ce pas? Plus les esclaves étaient costauds, plus cher ils coûtaient. Alors c'est pour ça qu'à l'époque, chaque ethnie africaine avait sa côte. L'ethnie la plus cotée, c'était les Yoruba. Les Yoruba étaient originaires de cette zone géographique qui recouvre aujourd'hui le Nigeria, le Bénin et le Togo. Parce que ces Yoruba étaient suffisamment costauds et grands, du moins la plupart d'entre eux. Et ensuite parce qu'ils étaient résistants à l'effort physique. Voilà, cela veut dire qu'ils étaient beaucoup plus performants au travail. Dans les plantations et dans les mines, au-delà du travail qu'ils faisaient, ces Yoruba étaient considérés comme des géniteurs. C'est-à-dire qu'ils servaient aussi à la reproduction d'esclaves de bonne qualité. Et ce sont ces mêmes Yoruba qui ont transplanté au Brésil, à Cuba et à Haïti ce fameux vaudou. Le vaudou, vous savez, c'est une spiritualité africaine que l'on retrouve aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique. Ce sont donc ces Yoruba-là qui les ont amenés durant la traite négrière.
Voilà. Après cela, vous avez ici la cellule des jeunes filles. Je dois rappeler qu'à l'origine, cette maison n'était pas la seule maison d'esclaves, parce qu'au fond de la traite négrière, il y en avait jusqu'à 28. 28 maisons d'esclaves sur l'île de Gorée. Toutes ces maisons étaient régies par le même règlement intérieur, qui voudrait que les Européens marchands d'esclaves aient le droit de coucher avec les jeunes filles esclaves. Alors quand on constatait la jeune fille esclave en état de grossesse, dans ce cas, elle était affranchie. Naturellement, certaines jeunes filles trouvaient un intérêt à se faire enceinter par les marchands d'esclaves pour être libres. Elles n'avaient pas le choix, c'était leur seul moyen d'obtenir la liberté. Et la fille métisse, je veux dire la fille métisse d'origine maternelle esclave, était communément appelée seigneur. Mais en fait, seigneur, c'est une déformation du nom portugais señora, qui veut dire madame. Voilà. Alors on dit que ces métisses-là formaient l'aristocratie à Gorée, à l'époque, un peu comme les créoles aux Antilles françaises. Alors, cellule pour enfants, cellule pour jeunes filles. Nous allons voir la cellule qui suit. Alors, cellule pour inapte temporaire, parce que la valeur d'un homme dépendait de sa force physique et de son poids. On avait fixé un poids minimum pour les hommes. À l'époque, c'était 60 kg. Tous les esclaves qui ne faisaient pas ce poids étaient considérés comme inaptes, du moins temporairement. Dans ce cas, ils étaient installés dans cette cellule-là, dans le but d'être engraissés comme du bétail. Voilà, ils les engraissaient avec des haricots de chez nous que nous appelons le niébé. C'est des haricots très farineux. Si au terme des 3 mois, l'esclave n'avait pas atteint les 60 kg, mais dans ce cas, il était revendu pour servir comme domestique, soit à Gorée ou alors à Saint-Louis du Sénégal. Voilà. Alors que là, en dessous des escaliers, vous avez un cachot pour les récalcitrants. Les récalcitrants, si vous voulez, c'était ces esclaves-là qui refusaient d'obéir, qui refusaient de se soumettre. On les mettait sous les escaliers pour les punir. Alors, plus la faute qu'ils avaient commise était grave, plus longtemps durait leur séjour dans ce trou. Nous avons eu le privilège de recevoir ici en pèlerinage l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, c'était en 1991. Malgré le refus du protocole, Mandela s'était glissé dans cette cellule. Il y était resté pendant quelques minutes, mais quand il en était ressorti, il avait les larmes aux yeux. Certainement, il s'était rappelé un peu son long séjour en prison, sous le régime de l'apartheid d'Afrique du Sud. Alors ce cachot a sa réplique ici, toujours en dessous des escaliers, mais avec une légère différence. On va voir ça. Alors à la différence du premier, là vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de lumière. Voilà, parce qu'il y a ces 2 petites fenêtres. Mais je dois préciser que ces fenêtres-là n'existaient pas à l'époque de la traite négrière. Elles n'ont été ouvertes qu'en 1848. 1848. C'était en fait pour marquer dans cette maison le souvenir de la dernière abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. Je vous parle de dernière abolition pour vous rappeler que l'esclavage avait été aboli plusieurs fois de suite avant d'être définitivement aboli en 1848 en France et dans les colonies françaises. On dit par exemple qu'en 1794, soit 5 années seulement après la Révolution française, l'esclavage avait été aboli en France et dans les colonies françaises. Mais l'esclavage que Napoléon avait fait reprendre. Napoléon l'avait fait reprendre simplement parce que son épouse, qui s'appelait Joséphine de Beauharnais, elle était créole de la Martinique. Joséphine détenait des esclaves dans des plantations de canne à sucre. Alors vous comprenez qu'elle n'avait aucun intérêt à ce que l'esclavage soit aboli. C'est elle justement, Joséphine, qui avait poussé son mari Napoléon à faire reprendre l'esclavage. Mais il paraît que ça n'a pas porté chance à Joséphine, parce que en 1809, vous savez, elle a été répudiée par son mari, Napoléon. Alors, je vous le disais au début de mon propos, ces cellules-là étaient également réservées aux hommes, exactement comme celles que nous avons vues en premier lieu, alors que là, tout à fait devant vous, vous avez la grande cellule des récalcitrants. Elle a la particularité d'être la plus humide dans cette maison. C'est pour ça qu'à l'époque, on avait remarqué que les esclaves qui y séjournaient étaient souvent malades, soit de pneumonie ou d'autres maladies causées par l'humidité. Alors que là, vous êtes chez les femmes. Là aussi, vous voyez bien qu'on a modifié un peu le plafond, les murs et le sol, parce que nos autorités avaient envisagé d'en faire une salle de documentation. Mais à l'origine, elle était exactement comme les autres. 25 à 30 femmes, presque nues, étaient assises au sol dans ces cellules-là. Elles étaient traitées de la même manière que les hommes. Alors je dois rappeler qu'à l'origine, les esclaves n'étaient pas achetés avec de l'argent. C'est par la suite que l'argent est intervenu dans le commerce des esclaves. Mais à l'origine, c'était du troc, n'est-ce pas? On dit par exemple que